beaucoup. Une route isolée en Haute-Savoie, une voiture décor. Aucun témoin. Ce jour-là, le calme des montagnes a basculé dans l'horreur. Le mercredi 29 août 2012, une famille résidant au Royaume-Uni, la famille Al-Heli, quitte la Grande-Bretagne pour le ferry à 22h en direction de Calais, pour un séjour en Haute-Savoie, en France. Le retour prévu le 7 septembre. La famille est composée de Saad, le père, la grand-mère Souheila, la mère de Ikabl, sa femme, et leurs deux filles, Zeina, 7 ans, et Zina, 4 ans. La famille s'installe dans le camping appelé Village Camping Europa, situé dans la rive ouest de lac Annecy. C'est la 3e année que la famille va dans ce camping-là. Et ils viennent ici souvent pour des petites vacances. Et bien qu'ils aient réservé toutes leurs vacances dans ce camping-là, du jour au lendemain, ils vont partir de ce camping-là pour aller dans un autre camping, situé à 2,6 km de l'autre camping. 5 septembre 2012, au bord du lac d'Annecy, cet après-midi-là, un Anglais installé dans cette région-là, William Brett Martin, fait tranquille du vélo. Il est un peu plus de 15h30 quand il commence à grimper la route. En fait, il voit un autre cycliste le dépasser. Rien d'anormal jusqu'à ce qu'il arrive devant le parking. Et là, ce qu'il va voir, c'est qu'une petite fille, est au sol. Elle bouge pas, rien du tout. Et là, il voit une voiture, c'est une BMW série 5, tourne au ralenti, qui est toujours allumée mais qui tourne. En fait, les roues, elles patinent toutes seules, enfin voilà. Et le moteur hurle. En fait, il comprend pas tout, mais ce qu'il voit, la première chose qu'il voit, c'est une petite fille devant la voiture qui va peut-être se faire écraser. Il va s'approcher de la voiture pour essayer de l'éteindre, pour pas que la petite se fasse écraser. Mais là, l'horreur absolue. La voiture est criblée de balles. Il voit 3 corps inertes, morts, remplis de sang, enfin voilà quoi. Un truc super gore. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va éteindre la voiture pour pas que la petite se fasse écraser. Aussi, il va voir le cycliste qu'il avait dépassé quelques minutes avant, par terre, décédé. Lui aussi a été tué par balle. Il comprend pas. Il fait mais qu'est-ce qui se passe? Il sort son téléphone, mais malheureusement, il n'y a pas de réseau. Il va voir la petite. Il voit qu'elle est vivante, mais elle est gravement blessée, etc. Il va mettre la petite en PLS et il va chercher du réseau ou de l'aide. En cherchant du réseau ou de l'aide, il va croiser un de randonneurs français. Il va leur expliquer tant bien que mal parce que monsieur ne sait pas parler très bien français. Et comme quoi il y a 4 personnes mortes, nanana, il y a du sang, il y a une voiture qui a plein de balles sur la voiture, etc. Bref. Il y a une petite fille gravement blessée. 15h44, le groupe français appelle les pompiers. Et William est totalement sous le choc et les randonneurs ne se rendent pas compte de ce que lui il a vu. Il décide d'y retourner avec les autres personnes. Et là, les autres personnes sont choquées. Le problème, c'est que la personne qui est avec le cycliste anglais, il se dit mais en fait il m'a piégé, il va me tuer. C'est lui le tueur, c'est lui qui a tué tout le monde. Ce qu'il va faire, c'est qu'il il va essayer de le taper, mais il va pas réussir. Et l'anglais a pris peur aussi. Il s'est dit c'est lui le tueur, il va me tuer aussi. Du coup il y a eu une petite confusion, etc. Mais après ils sont calmés, etc. Ils ont compris que eux deux n'avaient rien à voir avec ça. Donc voilà, et au fur et à mesure du temps, les secours ne sont toujours pas arrivés. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retourner où il y a du réseau, ils vont appeler les secours, ils vont dire hey, dépêchez-vous, il y a des corps, il y a du sang, il y a des balles et une petite moitié morte, moitié en vie, dépêchez-vous, c'est vraiment urgent. Les pompiers et les gendarmes arrivent et enfin ils sécurisent la zone, la scène est gelée et les 2 témoins sont mis à l'abri. La petite est directement envoyée en hélicoptère en urgence à Grenoble et plongée dans un coma artificiel. Et rapidement les journalistes arrivent, il y a une soixantaine de gendarmes déployés pour eux. Le soir même à 18h30, le colonel François, procureur de la République, prennent la parole.
2 personnes de sexe masculin, 2 personnes de sexe féminin, dans un véhicule break BMW immatriculé en Grande-Bretagne. L'un des hommes est un cycliste, en tenue de cycliste, il y a le vélo à proximité. Le deuxième homme est au volant de son véhicule et les 2 femmes sont à l'arrière du véhicule. On ne peut pas approcher des corps, mais a priori victimes de tirs par arme à feu. Il y a un grand nombre de douilles sur la scène de crime. On attend les spécialistes de Paris. L'hélicoptère fait un premier survol. Voilà les... Pendant que les gendarmes se rugissent à la zone, des experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale arrivent sur place. L'enquête commence, mais pour les enquêteurs, ça va être super compliqué parce que il n'y a aucun témoin. Personne n'a vu les tirs, personne n'a vu quelqu'un, aucun témoin n'a vu le tireur, aucune fuite signalisée, aucune piste, ils ne savent pas où chercher. Grâce au matricule de la voiture, ils ont enfin l'identité de toutes les victimes. C'est la famille Al-Huyli, le cycliste Sylvain Molière, un habitant du coin. Et les témoins seront entendus, et pour les policiers, eux sont des suspects pour l'instant. C'est les seuls à avoir vu tout ça. L'info est maintenant dans les journaux. En gros, dans les journaux, ils indiquent qu'il y a une grand-mère, la mère, le père et une fille. Et un mec du camping qui connaissait bien la famille a appelé la gendarmerie et a dit « Il manque quelqu'un. Il manque la petite dernière. » Ils avaient 2 filles. Et là, pris de panique. Où elle est? Elle a été kidnappée? Elle s'est enfuie parce qu'elle a eu peur? Elle est sûrement blessée? Elle est... Ou même, si elle est pas blessée, elle doit être quelque part, etc. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est la gendarmerie vont la chercher partout. Partout. En cherchant partout, les inspecteurs, ils vont ouvrir la voiture et ils vont voir que y a quelque chose sous les corps de la grand-mère et de la mère, parce qu'ils portaient des longues robes, des hebaya, qui peut cacher un corps, un petit corps d'enfant. Et en levant la robe, ils découvrent la petite des 4 ans, vivante. Elle était cachée sous ses longues robes pendant plus de 8 heures. 8 heures, vous vous rendez compte? Elle n'a pas bougé pendant 8 heures. Elle a dû être tétanisée, la pauvre. Je pense qu'elle est traumatisée, tétanisée, tout ce que vous voulez. Une toute petite fille, environ 4 ans, que personne n'avait vue parce que depuis 4 heures de l'après-midi, elle ne bougeait pas, sans doute terrorisée, complètement dissimulée, complètement immobile, au milieu des corps, pour dire les choses très très clairement. Donc petite fille qui va bien, elle a été examinée, elle vient d'être hospitalisée. Quand les gens ils vont apprendre ça, ils vont grave s'énerver envers la gendarmerie parce qu'en fait, ils ont attendu le GIGN pendant plus de 8 heures au lieu de faire venir les scientifiques, situés à seulement 1 heure d'ici. Ils auraient pu faire autrement, ils auraient pu découvrir la petite plus tôt. La pauvre, elle a enduré tout ça pendant plus de 8 heures. Du coup, les gens, ils sont grave énervés contre la gendarme, contre la police. Pour eux, ça, c'est une grosse erreur. Ils ont fait subir ça à une petite de 4 ans, alors qu'ils auraient pu faire autrement. Le truc le plus ouf, c'est que la petite de 7 ans, Zad, a survécu. Elle a des séquelles, elle a survécu. Et elle a vu la scène. Les questions commencent à se poser. Mais qui a pu en vouloir à une famille touriste anglais? Et Sylvain, est-ce qu'il était là au mauvais moment et au mauvais endroit? Et pour la police, Sylvain Molière était là au mauvais moment et au mauvais endroit. Sur la scène, la gendarmerie découvre 24 douilles, dont 15 autour de la voiture. L'arme est un pistolet semi-automatique. Et le 7 septembre 2012, une enquête est ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Et ils sont à la recherche d'un 4x4 vert et d'une moto aperçue près de la scène. Au 26 Land Lane à Kelgate, en Angleterre, où vivait la famille, Sad, 50 ans, ingénieur dans une boîte de microsatellites, sa femme Iqbal, 47 ans, assistante dans un cabinet et leurs 2 filles, Zinab, 7 ans et Zinad, 4 ans. Des questions se posent. C'est à cause de la double nationalité qu'ils sont morts? Irakien, anglais-irakien. Son argent? Parce que oui, ils avaient beaucoup d'argent. Ou la famille? Parce que vous allez voir, il y a eu beaucoup d'embrouilles.
On vite remonter à une première piste, le conflit d'héritage, avec son frère Zaïd. Tout le monde était au courant de leurs embrouilles. C'était pas un truc qui cachait. Il se penche directement sur cette possibilité-là. Et le frère a un coup d'avance, il va direct à la police pour leur dire que ce n'est pas lui le coupable. Et je sais pas pourquoi, mais là, la police croit le frère et ils comprennent que c'est pas lui le coupable. Et il va le prouver parce que le 5 septembre, il a pris un jour de congé pour passer des vacances sur la côte britannique avec des amis et il a même déjeuné ce jour-là. Du coup, il a un alibi. Le 8 septembre, la perquisition commence. Leurs objectifs, c'est de fouiller la maison au fond en comble pour trouver le moins d'adresses. Il y a 4 enquêteurs français qui sont présents. Alors ils vont prendre un ordinateur, des disques durs, plus de 12 téra de données sont saisis pour analyse. Ils démontent la maison, les planches, ils démontent tout, ils ouvrent tous les coffres, ils découvrent des cachettes secrètes, de l'argent et des bijoux. Ils vont surtout découvrir des documents sur le patrimoine du père et les querelles financières qu'il a avec son frère. Ils vont découvrir aussi que l'épouse a des biens en Irak, en France, en Espagne et en Grande-Bretagne. Elle a même un compte en Suisse. Après avoir découvert tout ça, pour eux, c'est ça. C'est ça le motif de ce meurtre. L'enquête se concentre à Londres. Zaïd est entendu pendant 3 jours par la police britannique, comme un simple témoin. Qui est Zaïd ? C'est un homme âgé de 53 ans au moment des faits. Il est comptable dans un club de golf, près de Londres. Célibataire, il vit seul à Chestington, à quelques mètres de Gallgate. Toujours bien habillé, costard, cravate, cheveux rasés. Aime beaucoup les chiffres, d'après des connaissances. Il aime beaucoup les chiffres, mais pas les gens, selon des témoins. Il est calme, méthodique, solitaire, et ça va vite intriguer les enquêteurs. Contrairement à son frère, Saad est une personne joyeuse, blagueur, toujours en train de taquiner les autres, alors que Saïd, lui, n'a jamais eu de ce genre d'humeur. Sérieux, méthodique, le parfait archétype du businessman. Leur histoire remonte au début des années 80. Leurs parents fuient le régime de Saddam Hussein. Le père, il possède 2 usines, une dans le papier et l'autre dans l'agroalimentaire. La famille déménage à Gallgate, en Angleterre, et leurs enfants poursuivent leurs études en Angleterre. Ils vont vivre avec leurs parents jusqu'au décès de leur mère. En 2003, leur père va partir en Espagne. Enfin, va laisser sa maison aux 200. C'est-à-dire que les 2 frères vont habiter dans la même baraque pendant un certain temps. Saad, 41 ans, épouse sa femme, Iqbal. Mais d'après ce que les gens disent, mais Zaïd l'aîné estime que Saad doit l'obéir. C'est comme ça dans la religion, c'est comme ça dans nos coutumes. Tu m'obéis, je suis le grand frère, je te dis ce que tu dois faire et tu te tais. Pour Saad, c'est hors de question. Moi, non. Non, je suis moi, je fais ce que j'ai envie, c'est ma propre vie, tu décides pas ce que je dois faire. En 2011, Saïd, il va quitter la maison et il va prendre son propre appartement. Et ce qu'il va faire, Saad, c'est qu'il va tout changer. Il va changer les serrures, etc. Maintenant, t'es parti, c'est ma maison. Si t'as envie de venir, tu toques. Et le conflit héritage est estimé à plusieurs millions d'euros. Malheureusement, leur père va décéder en 2011. C'est là que ça va devenir assez compliqué entre les 2 frères parce que ils vont se disputer pour l'héritage. Ils revendiquent chacun leur part. C'est normal. C'est normal. Mais le problème, c'est que c'est la maison qui pose problème. Parce que Saad, il habite dedans. Et le frère revendique la moitié de la maison. Saad, un an plus tôt, va découvrir que Zaïd a tenté de falsifier le testament du père pour avoir plus de choses que son petit frère. Et là, il y a une guerre qui est ouverte. Et je trouve ça... Je ne sais pas si vous avez déjà eu des conflits comme ça, mais moi, je me vois pas avoir ce genre de conflit avec ma sœur. Vraiment, genre le lien de sang,
Moi, je trouve que le lien de sang est plus important que l'argent. Bon, à sa place, si tu veux la maison, regarde-la. De toute façon, j'ai autre chose. Pourquoi courir derrière de ce genre de futilité, en fait? C'est éphémère, ça. C'est éphémère. C'est pas comme si t'avais que la maison. T'as autre chose. Vous voyez? Je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui peuvent faire la guerre à leurs frères ou sœurs juste pour de l'argent. Moi, je réfléchis pas comme ça. Vraiment. Je réfléchis vraiment pas comme ça. Je préfère ma sœur que l'argent, perso. Mais bon, il aimait beaucoup l'argent. Bref, en gros, dans le patrimoine familial est composé de la maison à Kelgate, estimée à 1,5 million d'euros, un appartement chez Sixton, un studio en Espagne qui vaut 100 000 euros, une maison en Irak qui vaut 1 million d'euros, et un compte en Suisse. C'est énorme, certes, c'est énorme. Je comprends pas pourquoi il y a des personnes qui se déchirent pour l'héritage. J'ai jamais compris. Tu fais moite-moite, et c'est tout. Tu vois, avec la maison de Killgate, là, ils auraient pu faire autrement, genre Saad achète la part de Zaïd, c'est tout. Et le reste, vous faites la moitié. Et si quelqu'un veut garder une maison, eh ben, tu achètes la part de l'autre. C'est tout. C'est pas compliqué à réfléchir. Si. Et à partir de ce moment-là, ils vont se parler qu'à travers de leur avocat. Ou vraiment, ils se parlent plus. C'est les pires ennemis. On va revenir sur les derniers jours de vie de la famille. La police vont se poser une question. Pourquoi partir en France alors que Zainab a repris l'école? Pourquoi? En fait, lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert un compte bancaire en Suisse au nom de l'ancien mari, du défunt mari de Hicab, pour les filles, et que même Zineb avait même accès à ce compte. On sait que la famille a quitté leur domicile le 29 août. On sait qu'ils ont campé au camping du lac. Et une campeuse dira qu'elle a vu un homme au costard-cravate discuter avec Saad. La personne en costard-cravate s'est énervée et a tapé sur le capot de la voiture. Le lundi 3, la famille a changé de camping et s'est installée au solitaire du lac. Et 2 jours plus tard, vers 13h, la famille a pris la route pour une promenade en montagne. Une après-midi ordinaire, apparemment sereine, parce qu'ils ont réussi à capturer les derniers événements de la famille grâce à un appareil photo que la grand-mère avait. L'attaque s'est déroulée entre 15h et 15h35. Les enquêteurs se posent des questions. Pourquoi sont-ils arrêtés dans ce parking? Saad était très anxieux et méfiant. Il ne serait jamais arrêté s'il était en danger. Les gendarmes se posent aussi des questions. Qui est arrivé en premier? Le cycliste? La famille? Les tueurs ou le tueur attendaient derrière des buissons? Toutes ces questions-là se posent, mais il n'y a pas de réponse. Je vais vous expliquer comment s'est déroulé le massacre. La fille aînée et le père sortent de la voiture. On ne sait pas pourquoi, mais la petite s'est assise sur les genoux de son père et là, des coups de feu éclatent. Le père prend peur et remonte dans la voiture. Et la petite, je pense qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle est restée plantée là, face au parking. Le cycliste est touché par balle en premier. Son vélo tombe par terre et de l'autre côté de la route, face au parking. Il tente de fuir vers le parking, mais il reçoit 2 balles dans le dos. Agonisant, il va recevoir une balle dans le cœur et une autre dans la pommette gauche. Il va ensuite s'en prendre à la petite en la tirant à l'épaule gauche. Pendant ce temps, le père tente de s'échapper. En reculant, en marche arrière, il va heurter le corps de Sylvain Molière, déjà mort. Et la voiture finit par percuter un talus et s'embourber. Le père est gravement blessé. Clavicule gauche arrachée, muscles et tensions déchirés, côte cassée, le bras droit brûlé et le contact avec le sol. Il est mort direct. Le corps de Sylvain est resté coincé sous l'avant de la voiture, dans les roues arrière, tourne en plein régime. La grande fille toujours blessée, mais le tireur va s'occuper des autres victimes.
il va tirer sur les deux dernières victimes, la femme et la grand-mère. Et après avoir fait ça, il va courir vers la petite et il va essayer de l'achever avec un coup de crosse. Elle reçoit plusieurs impacts à la tête, provoque un gros hématome qui cause un blocage temporaire du nerf optique qui la fera perdre de la vue pendant quelques secondes. Malheureusement, la seule à avoir tout vu. Elle sera placée sous le GIGN pendant toute son hospitalisation. Là, comment s'est déroulé les 2-3 minutes, parce que vraiment c'était super rapide. En gros, ce qu'on sait, c'est que le mec est soit un ancien militaire, soit un ancien policier, soit un ancien gendarme, et il connaît les armes. Parce que il a su viser. Voilà. Il a su viser, et il a réussi toutes ses cibles, sauf la petite, parce que en fait, il avait plus de munitions. C'est pour ça qu'il a essayé de l'achever avec son pistolet. Simplement. La petite va se réveiller, elle va commencer à parler, mais elle dira qu'elle a juste vu un méchant monsieur. Les seuls détails qu'elle peut leur dire, c'est les cris de son père, de sa mère, de sa grand-mère, les tirs du flingue. Hormis les douilles retrouvées sur la scène de crime, le tueur a juste laissé un petit détail en frappant le crâne de la petite. Il a laissé un éclat de bois et incrusté dans le crâne de la petite. C'est comme ça qu'ils vont découvrir l'arme de crime. C'est un pistolet automatique Liger Parabellum P06 et on sait qu'il a rechargé 3 fois le pistolet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça montre une maîtrise extraordinaire de l'arme. Les enquêteurs diront c'est que il avait une confiance totale en lui parce que cette arme-là est assez difficile à manipuler. Cette arme-là est un calibre de 7,56, parfois utilisée à l'armée suisse dans les années 30. C'est une arme de collection et cette arme-là, en fait, c'est une arme casse-tête pour les tueurs en série. Un tueur en série ou un autre tueur aurait pris une arme plus fiable. Ce que les policiers pensent, c'est que il aurait fait tout ça pour brouiller les pistes. Là, on va mettre la piste de l'héritage de côté parce que ça donne vraiment rien pour l'instant. La police va regarder dans les hôpitaux psychiatriques de la région des Alpes du Nord, en Italie, en Suisse. Mais personne n'est répertorié comme personne violente ou détenteur d'armes militaires, tireur ou chasseur. Du coup, à ce stade-là, la piste locale est mise de côté, mais pas fermée. Rappelez-vous, pendant la perquisition, ils ont perquisitionné plus de 12 téras de données informatiques et il relève qu'il possédait une quantité gigantesque de documents industriels qu'il n'était pas censé avoir. Saad y travaillait comme consultant pour la CCTL. C'est une société spécialisée dans les conceptions des microsatellites et on sait que il ne parlait pas souvent de son boulot. Alors son entourage ne connaissait pas parfaitement son boulot, quoi. Vraiment l'étendue de son activité. Depuis 2008, l'entreprise est devenue une filiale de EADS Astrium, l'une des plus grandes constructeurs européennes de satellites, une société qui collabore avec des pays comme la Russie, la Chine, l'Afghanistan et l'Iran. L'entreprise a participé à la conception de 2 satellites cruciaux pour l'État français, utilisés notamment par les services de renseignement. Des satellites capables d'intercepter dans la communication surnomment les grandes oreilles du renseignement français. En gros, ce qu'on sait, c'est qu'ils travaillent à la fois civilement et militairement, liés au nucléaire et à la défense nationale. Des données stratégiques. Ils vont interroger ses collègues, mais aucun élément concret a été dit. Ils vont même creuser la piste d'espionnage, mais l'entreprise assure que ça n'était pas de ce genre. En gros, c'est pas à cause du boulot qu'il a été assassiné. En novembre 2013, on apprend qu'ils n'ont pas retrouvé les passeports de Saad et de sa femme, passeports anglais. Ils ont retrouvé le passeport de la grand-mère suédois. Ils ont la certitude qu'ils avaient besoin du passeport pour venir en France. Parlons de William Bretz Martin, l'homme qui a découvert les corps. Il a été soupçonné. Étant aussi ingénieur dans l'aérospatial, un ancien militaire, il possède toutes les compétences que les enquêteurs décrivent. Et en plus, il est anglais. Il affirme ne pas avoir entendu les coups de feu. C'est des coups de feu, on entend les coups de feu. Et en fait,
il dit la vérité. Ils ont fait des tests. Il était dans un endroit où il a pas entendu les coups de feu, même s'il était à 300-400 mètres du drame. C'est un truc de malade. Je sais pas si l'endroit a été bien choisi, mais tout est fait pour pas qu'on retrouve le meurtrier. C'est un truc de malade. Le fait qu'un fait divers local attire la presse britannique, c'est que le 10 novembre 2013, une gérante de camping est abattue à son domicile à la Tuile, à seulement 3 km de Chevaline, la même où Brett possède une résidence secondaire. Et en gros, ils ont directement fait le lien avec l'affaire de Chevalier, mais pour le procureur, cette fois-ci, il s'est dit vous allez trop loin. Rien à voir. Passe à autre chose. Les enquêteurs se disent pause. Puis une pause, on se pose, et on se pose, et on se pose les bonnes questions. Si c'était pas le cycliste, la cible, hein? Si c'était la famille qui était là au mauvais moment, au mauvais endroit, la première personne à avoir été tuée, c'est Sylvain, c'est lui, c'est pas la famille. Et s'il travaillait dans une filière d'Areva. Il résidait à seulement à quelques kilomètres de Chevaline. Il avait 45 ans au moment des faits, père de deux adolescents, et il était papa d'un nouveau-né. Il venait de poser ses congés parentaux de 3 ans pour profiter de son bébé. Et en cherchant, ils n'ont rien trouvé de chelou sur lui. Donc, du coup, la piste, que ce soit le cycliste, la cible, est fermée à 99,9%. Selon les proches de Saad, il serait devenu de plus en plus dur dans les propos presque radicaux. Il pensait même à repartir vivre là-bas, qu'il était très engagé politiquement, surtout contre les États-Unis. Dénonçait souvent la guerre en Irak. Les enquêteurs pensent qu'il aurait pu contrarier la mauvaise personne et la personne. En 2003, il est même retourné après plus de 20 ans. Et en gros, en fait, il a été profondément marqué. Et en arrivant en Irak, il était considéré comme un Britannique, comme un étranger. Et je vois beaucoup de personnes de double nationalité qui sont comme ça, qui se sentent pas chez eux dans leur pays d'origine et dans leur pays de naissance. Du coup, je pense qu'il a été super choqué de pas se sentir chez lui et que c'est son pays de cœur, c'est son pays de naissance, c'est son pays. Et en arrivant là-bas, il a voulu récupérer la maison de sa famille, mais il a découvert qu'il y avait une famille qui habitait là-bas illégalement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est embrouillé avec eux. Ils sont même battus. Et son ami a dû s'interposer et lui dire arrête, ça se passe pas comme ça ici, arrête. Mais malgré tout ça, il a quand même voulu revenir vivre. L'enquêteur se demande si ça n'a pas eu un impact sur la tuerie, si quelqu'un ne voulait pas se venger pour ça. Ils vont bien enquêter, mais ils ont rien trouvé. Marche arrière. Et ils disent, mais en fait, la seule piste, c'est la piste l'héritage, celle de Ziad le frère. Le 24 juin 2013, il est arrêté chez lui en Angleterre, soupçonné d'avoir participé à un complot pour meurtre. Son avocat va lui dire de garder le silence et de rien dire. La police creuse sérieusement sur cette piste familiale. Il est considéré comme un suspect. Mais malheureusement, sans preuve, cette piste n'est pas solide. Ils peuvent même pas le condamner. Il sera direct acquitté, faute d'éléments. Avec le frère, c'est qu'il a jamais parlé. Il a jamais fait d'interview, il a jamais parlé devant les journalistes, il a jamais parlé. Et il est sorti du silence en octobre 2013 et il a fait une interview avec BBC. Il dira que les Français couvrent quelqu'un et ils savent qui a tué la famille. Et ils savent qui est le tueur. Pour la police, ils disent qu'il n'est pas sincère parce qu'il a modifié ses propos plusieurs fois. À un moment, à une interview, il dit qu'il était en conflit avec son frère, etc. Il y a un autre, il dit que non, il s'est jamais embrouillé avec son frère, etc. Il s'est toujours bien entendu. Bref, en gros, il se contredit. Je trouve ça bizarre qu'il fasse aucune démarche pour se porter
partie civile et voir le dossier. Parce que quand tu te portes partie civile, t'as accès au dossier. Lui, il l'a jamais fait. La police avait un portrait robot. Ce portrait robot n'a jamais été diffusé à part que après la diffusion de l'interview du frère. Et en gros, pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que, en fait, ils craignaient que le motard se débarrasse de son casque. Pourquoi? Parce que il avait un casque. Parce que le casque était un modèle très rare et c'était que la gendarmerie qui l'utilisait. Après avoir diffusé ce portrait robot, il y a eu beaucoup d'appels, mais juste 40 appels fiables ont été enregistrés et un homme a été vite suspecté. C'est un homme du même âge, même allure, même passion des armes de guerre. En fait, cette personne-là était physiquement représentée comme ce que les enquêteurs ont dit. Il a été arrêté, mais malheureusement l'ADN ne correspond pas. Et ils n'ont pas trouvé l'arme de crime, aucun casque. En 48 heures, le suspect devient une victime d'une erreur. Ça fait plus d'un an qu'il y a eu le meurtre, 0 suspect. Je vous dis, 0 suspect. Alors que le mec a laissé là les empreintes. Mais comme l'ADN ne correspond à aucune ADN connue dans leur fichier, ils savent pas qui c'est. Et là, à partir de ce moment-là, cette affaire devient un cold case. Mais le 17 octobre 2024, le juge Sabine Kerry du pôle des cold cases affirme que le tueur est expérimenté et capable d'enchaîner les tirs avec précision. L'homme aurait reçu une formation militaire spéciale, d'autant plus que les deux femmes, c'est-à-dire la grand-mère et la mère, ont été tuées. Il a réussi à viser quoi. Voilà. 7 suspects, collectionneurs d'armes de guerre et adeptes au tir, ont été interrogés par la gendarmerie, mais ces échanges ont livré à aucun résultat. Des nouvelles analyses ADN ont été faites sur 10 mégots ramassés sur la scène de crime. Les analyses des ADN ont livré à 5 hommes et 2 femmes. La tenue du cycliste a été reanalysée. Les vêtements que la petite portait, Zineb, a été reanalysé. Mais malheureusement, ces expertises n'ont rien donné. La voiture de la famille est passée au scanner. Grâce à ce scanner-là, ils ont permis de détecter un ADN féminin, mais inconnu. Depuis le début, l'affaire de Chevaline navigue entre pistes internationales, héritage en Angleterre, espionnage en Irak. Amis, la piste locale n'a jamais disparu. Certains pensent même que le véritable cible, c'est Sylvain Moller et que la famille britannique n'était qu'un dommage collatéral. Parmi les 4 victimes, un cycliste a également perdu la vie, tragiquement pris dans cette tuerie. Entre erreurs, suspects relâchés et portées robots cachés, l'enquête ressemble de plus en plus à un fiasco. Plus de 10 ans après, toujours pas de coupable. Les seuls survivants, Zainab et Zina, ont repris le chemin de l'école et les enquêteurs espèrent qu'un jour l'aînée se souvient enfin de ce qu'elle a vu le 5 septembre 2012. Mais pour l'instant, le mystère de Chevaline reste entier et peut-être que la vérité, elle dort encore quelque part dans le silence des montagnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous connaissez cette histoire-là. Pourtant, elle date de plus de 10 ans, mais je n'avais jamais entendu cette histoire-là. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez motard. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, à me suivre aussi sur YouTube. Activez la cloche et je vous fais des gros bisous. Bisous!